Chapitre 1. La mise en place, c'était un de ces matins paisibles qui nous font apprécier la simplicité de la campagne anglaise. La brume n'avait pas encore disparu des prairies, et l'air était imprégné de ce silence particulier qui précède une journée riche en événements. Je séjournais chez mon vieil ami, Hercule Poirot, dans le petit mais élégant manoir qu'il avait loué pour l'été. Salle Rosewood, près du village de Larchmere dans le Devonshire. Poirot, toujours soucieux d'ordre, était déjà levé depuis des heures. Lorsque je suis descendu prendre mon petit déjeuner, je l'ai trouvé assis à la fenêtre, une tasse de chocolat chaud fumant à ses côtés, le regard fixé sur la roseraie à l'extérieur. « Ah, mon cher Hastings !» dit-il sans tourner la tête. « Observez, je vous prie, comme la symétrie du jardin ravit le regard. Chaque fleur disposée avec soin, chaque tige taillée avec précision. C'est, comment dire, le triomphe de la logique sur le chaos. » J'ai ri. « Vous voyez de la symétrie, Poirot. Moi, je vois un jardinier qui a trop de temps libre. » La moustache de Poirot frémit de dédain. « Ah, vous autres Anglais, avec votre mépris pour la perfection. Vous vous contentez, mon ami, du désordre et du charme. Mais moi, non. L'ordre et la méthode, voilà les fondements de la civilisation. » C'est à ce moment précis, comme pour contredire sa proclamation, que le chaos lui-même vint frapper à sa porte, au sens propre du terme. Un coup sec et précipité brisa le calme matinal. Un instant plus tard, Madame Curtis, la gouvernante, entra, le visage pâle et anxieux. « Il y a quelqu'un qui souhaite vous voir, monsieur, » dit-elle. « Une jeune femme du village, mademoiselle Lilian Marchmont. Elle est très inquiète. » Poirot se leva aussitôt, lissant son gilet impeccable. « Vous me pardonnerez, Hastings, » dit-il doucement, « mais lorsqu'une dame arrive, dans un état à 8 heures du matin, on parle rarement de roses. » Mademoiselle Marchmont fit son entrée. C'était une jeune femme saisissante, pâle, élégante, mais visiblement bouleversée. Ses mains gantées tremblaient lorsqu'elle les serra l'une contre l'autre, et ses yeux sombres semblaient hantés par une terreur indicible. « Monsieur Poirot, » commença-t-elle à voix basse, « je ne sais presque pas comment en parler. C'est épouvantable, absolument épouvantable. » Poirot la conduisit doucement vers une chaise. « Courage, mademoiselle, respirez profondément et commencez par le début. Que s'est-il passé ?» Elle hésita. « Il s'agit de ma tante, Lady Wilmot. On l'a retrouvée morte ce matin au domaine familial. Heiderlake Manor. »« Mort ?» me suis-je exclamé. « Mon Dieu ! Vous voulez dire assassiné ?» Les lèvres de mademoiselle Marchmont tremblèrent. « Ils disent que c'était son cœur. Mais je sais, oh, je sais, ce n'était pas naturel. Elle allait parfaitement bien hier soir. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Dites-moi tout, mademoiselle. Quand l'avez-vous vue vivante pour la dernière fois ?»« Hier soir, dit-elle, nous avions organisé une petite réunion. Un dîner chez Heatherley. Nous n'étions que 6. Ma tante, moi, mon cousin Geoffrey, le docteur Pemberton, madame Langtry et monsieur Félix Dorrington. C'était une soirée tout à fait ordinaire. Jusqu'à ce que... »« Oui, » demanda Poirot. « Jusqu'à ce que tante Éléonore dise quelque chose d'étrange. Elle nous a annoncé, tout à coup, qu'elle avait été embrassée par la mort. » « Embrassée par la mort ?» ai-je répété, incrédule. « Oui, elle l'a dit comme si elle plaisantait à moitié, mais il y avait quelque chose dans son ton qui m'a glacé le sang. Et ce matin, on l'a retrouvée morte dans son lit, le visage pâle, les lèvres, légèrement marquées, comme par une ecchymose. » Poirot se pencha en avant. « Un bleu, dites-vous, sur les lèvres ?» Elle acquiesça. « Le docteur Pemberton dit que c'était une crise cardiaque. Mais je ne peux pas l'accepter. Il y avait quelque chose d'anormal là-dedans, et quelque chose de délibéré. » L'expression de Poirot s'était faite grave. « Bim, et que voulez-vous que je fasse, mademoiselle Marchmont ? Je vous en prie, monsieur Poirot, venez voir Heatherley. Découvrez la vérité. Je ne peux supporter l'idée que ma tante est... » Elle s'interrompit, perdant enfin son sang-froid. Poirot se leva aussitôt et s'inclina avec une profonde courtoisie. « Vous pouvez compter sur moi, mademoiselle. Hastings et moi vous accompagnerons immédiatement à Heatherley. Le manoir d'Heatherley
se dressait sur une colline dominant les landes du Devon. Sa façade de pierre grise, digne et imposante. Pourtant, à peine avais-je approché que je ressentis un étrange frisson. Le silence qui régnait là avait quelque chose de funèbre. Le calme d'une maison où la mort s'était introduite dans la nuit. Un homme de grande taille, d'une trentaine d'années, Geoffrey Marchmont, le neveu de la défunte, nous a accueillis à la porte. Il avait l'air fatigué de quelqu'un qui n'avait pas dormi. « Monsieur Poirot ?» demanda-t-il. « Merci d'être venu. C'est une affaire épouvantable. Mes condoléances, monsieur. » dit Poirot d'une voix douce. « Votre tante était, si j'ai bien compris, en bonne santé ?»« Tout à fait. Le docteur Pemberton insiste sur le fait que c'était son cœur. Mais elle n'avait jamais eu de problèmes cardiaques auparavant. » Le regard de Poirot se porta brièvement sur l'escalier. « Puis-je voir la chambre où elle est décédée ?»« Bien sûr, par ici. » La chambre de la défunte Lady Wilmot était meublée avec goût, bien que les lourds rideaux et le chêne sombre lui conféraient une atmosphère austère. Sur le lit, l'empreinte du corps restait légèrement visible sur le couvre-lit. Poirot se déplaçait avec une précision délicate, ne touchant à rien mais observant tout. « Remarque, Hastings, » murmura-t-il. « Le verre d'eau sur la table de chevet est à moitié plein. La lampe de lecture est toujours allumée. Et ici, il se pencha plus près. Une légère trace de fard à joues sur l'oreiller. » Il se redressa et se tourna vers mademoiselle Marchmont. Lady Wilmot avait-elle l'habitude d'utiliser des cosmétiques ? Parfois, dit-elle, bien qu'elle fût assez coquette quant à son teint naturel. Poirot hocha la tête, pensif. Et ce verre d'eau, aucune odeur de médicament, je crois. Aucun résidu. Il renifla délicatement, puis le reposa. Non, curieux. Il jeta un coup d'œil au petit bureau près de la fenêtre. Une lettre, à moitié écrite. « Mon très cher Félix ?» commence-t-elle. « Ah, Monsieur Dorrington n'était donc pas un simple convive, mais un correspondant de cœur. » Liliane rougit légèrement. « Ils étaient proches, oui. »« Presque, en effet, » murmura Poirot. « Et dites-moi, cette expression qu'elle a utilisée à propos d'être embrassée par la mort, qu'ont dit les autres ? Ils ont ri. Geoffrey a dit qu'elle en faisait trop. » Monsieur Dorrington semblait mal à l'aise. Madame Langtry a changé de sujet. Poirot se détourna, le regard absent. « Il y a quelque chose ici, Hastings. Quelque chose de délicat et d'étrange. Une femme qui prédit sa propre mort, une marque sur ses lèvres et une lettre inachevée. C'est, comme vous dites en Angleterre, une énigme dans un verre d'eau. » En quittant la salle, nous avons croisé le docteur Pemberton, un homme corpulent, au teint rougeau et à l'allure vive et défensive. « Ah, monsieur Poirot, dit-il d'un ton sec, vous ne trouverez rien d'anormal, je vous l'assure. Le cœur de Lady Wilmot a tout simplement lâché. Ce sont des choses qui arrivent. »« En effet, » répondit Poirot d'un ton neutre. « Mais dites-moi, docteur, y avait-il des signes de lutte ? » ?»« Rien. Elle est décédée paisiblement dans son sommeil. » Poirot inclina la tête. « Quelle chance ! Et vous l'avez examinée de près. Bien sûr, il y avait une légère décoloration au niveau des lèvres, mais ce n'est pas inhabituel dans ce genre de cas. »« Ah, sans aucun doute. Mais dites-moi, avait-elle pris quelque chose avant de se coucher ? Un sédatif peut-être ?» Le docteur Pemberton hésita. « Elle prenait parfois quelques gouttes de laudanum pour calmer ses nerfs, mais très rarement. Merci, docteur. That is most enlightening. » Lorsque le médecin fut parti, je me tournai vers Poirot, perplexe. « Vous ne soupçonnez tout de même pas déjà un meurtre ?» Poirot esquissa un sourire. « Mon cher Hastings, on ne... Suspect. Un observé, que voyons-nous ? Une femme en bonne santé qui meurt subitement. Une échymose là où il n'y en a pas. Une phrase superstitieuse prononcée à table. Et 6 personnes qui attendent maintenant nos questions. Non, mon ami, nous ne sommes pas encore certains qu'il s'agisse d'un meurtre. Mais déjà, on en sent l'odeur. » Il marqua une pause, jetant un dernier coup d'œil à la porte de la chambre de la défunte. « Un baiser mortel, Hastings. Oui, je crois que c'est ce que nous allons découvrir. » Chapitre 2. Le crime.
Les événements de ce jour-là sont restés gravés dans ma mémoire, non pas pour leur violence, car elle était bien moindre, mais pour le silence étrange qui suivit. La mort, ai-je souvent constaté, plonge une maison dans une quiétude singulière. Même le tic-tac des horloges semble s'apaiser, comme si le temps lui-même s'arrêtait pour écouter. Lorsque Poirot et moi eûmes terminé notre examen de la chambre de Lady Wilmot, la maisonnée commença à s'animer. Des domestiques chuchotaient dans les couloirs. Quelqu'un pleurait doucement derrière une porte close. Geoffrey Marchmont s'était retiré à la bibliothèque, soi-disant pour écrire des télégrammes, mais sa main tremblante et son visage pâle laissaient deviner que le chagrin, ou quelque chose qui ressemblait à la peur, l'avait troublé. Poirot, quant à lui, était dans un état d'activité contenue. Ses yeux brillaient de cette lueur particulière qui l'animait chaque fois qu'il se trouvait face à une énigme digne de son attention. Je l'ai déjà vu ainsi, serein et alerte, comme si chaque objet qui l'entourait était devenu une pièce sur un échiquier invisible. « Allons, Hastings, dit-il enfin en ramassant son chapeau. Nous devons faire la connaissance des autres. C'est le moment d'étudier la nature humaine à l'aube, avant que le masque ne soit ajusté. Nous avons trouvé les autres réunis dans la salle du petit-déjeuner. C'était une belle pièce, lambrissée de chêne et baignée d'une pâle lumière matinale. Pourtant, aucune gaieté n'adoucissait l'atmosphère. 6 personnes étaient assises à la longue table, et chaque visage arborait la même expression crispée. Une politesse de façade dissimulant une profonde inquiétude. Mademoiselle Marchmont nous a présenté à tour de rôle. Le docteur Pemberton, que nous avions déjà rencontré, nous salua d'un ton raide. Madame Langtry, une belle veuve d'une 40aine d'années, inclina la tête avec une politesse grave. Monsieur Félix Dorrington, grand, élégant et vêtu avec raffinement, nous fit une révérence courtoise. Et enfin, une jeune servante, Elsie, rôdait près de la porte, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Poirot s'assit délicatement en bout de table, les doigts joints. « Mesdames, messieurs, commença-t-il doucement, permettez-moi de vous exprimer mes plus sincères condoléances. La mort est toujours cruelle, mais lorsqu'elle survient si soudainement, si sans raison, elle exige de la compréhension. Je suis ici non pour accuser, mais pour comprendre. » Un silence s'ensuivit. Finalement, Madame Langtry prit la parole d'une voix tremblante de défi. « Vous verrez, il n'y a rien à comprendre, monsieur Poirot. La pauvre Éléonore est tout simplement morte dans son sommeil. Le médecin l'a confirmé. » Poirot inclina la tête. « Oui, le bon docteur est de cet avis. Et pourtant, il faut se demander pourquoi une dame en bonne santé, sans antécédent cardiaque, mourrait-elle dans son sommeil avec une ecchymose aux lèvres ?» Un frisson parcourut la pièce. La cuillère de Geoffrey Marchmont s'entrechoqua contre sa tasse. Le visage de Dorrington s'assombrit. Poirot poursuivit doucement. « Voyez-vous, ce genre de choses éveille en moi la curiosité. C'est le fléau de ma profession. Nous avons passé la matinée à discuter, ou à interroger, comme dirait Poirot, même s'il menait l'entretien avec un tact exquis. Chacun des habitants de la maison a raconté sa version des événements de la nuit précédente. Le docteur Pemberton, brusque et sur la défensive, répéta que Lady Wilmot s'était plainte d'une légère fatigue après le dîner et s'était couchée tôt. Lui-même était allé dans ses appartements à 10 heures. À 7 heures du matin, la femme de chambre l'avait trouvée morte. Dame Langtry a confirmé les faits, tout en ajoutant un détail curieux. Éléonore était agitée toute la soirée. À un moment donné, elle s'est levée de table et est allée à la porte-fenêtre. Elle disait que l'air était lourd, suffocant. Félix lui a apporté un verre d'eau. « Ah !» dit Poirot. « C'est monsieur Dorrington qui l'a rapporté, et non la femme de chambre ?»« Oui, » répondit madame Langtry. Il était assis au plus près. Le regard de Poirot se porta sur le jeune homme. « Vous êtes attentif, monsieur. » Dorrington esquissa un sourire. « Lady Wilmot et moi étions amis. Il était donc naturel de l'aider. »« Et vous êtes resté après sa retraite ?» demanda Poirot d'un ton neutre.
Torrington hésita. Un petit moment, Geoffrey et moi avons partagé un verre de brandy dans le bureau. Puis je suis monté dans ma chambre. Lequel jouxte celui de qui? Chez Madame Langtry, dit-il en rougissant légèrement. Mais ce n'est qu'une coïncidence architecturale, je vous l'assure. Poirot haussa un sourcil mais ne dit rien. L'interrogatoire terminé, Poirot demanda à voir la femme de chambre, Elsie. La jeune fille, effrayée et nerveuse, tordait son tablier entre ses doigts tremblants. « Vous avez retrouvé votre maîtresse ce matin ?» demanda gentiment Poirot. « Oui, monsieur. Je suis allé la réveiller comme d'habitude à 7 heures. Elle était allongée, immobile. Son visage était pâle, blanc comme du lin. J'ai cru qu'elle s'était évanouie. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Une fenêtre ouverte, peut-être? Non, monsieur. La pièce était exactement comme elle l'avait laissée. Seul le verre d'eau avait été déplacé. Déménagé? Le ton de Poirot se fit plus incisif. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Oh! Eh bien, monsieur, je le laisse toujours à droite de la table, près de sa main. Mais ce matin, il était à gauche. Poirot hocha la tête, pensif. Un petit détail. Mais ce sont souvent ces petits détails, mademoiselle, qui font toute la différence. Quand elle fut partie, je me suis tourné vers lui. Ce n'est certainement pas très important, non? Poirot me regarda d'un air de reproche. Eh, mon cher Hastings, l'alignement d'un miroir peut en dire plus que les paroles d'un homme. C'est la symétrie perturbée. Et souvenez-vous, Lady Wilmot était droitière. À midi, l'officier du coroner arriva, et le gendarme local, un homme impassible nommé inspecteur Vail, prit brièvement en charge les lieux. La présence de Poirot ne sembla pas l'impressionner, mais je remarquai que son attitude s'adoucit lorsqu'il entendit le nom du détective. « Tout me semble assez clair, monsieur, » dit Vail. « Le médecin ici présent parle d'insuffisance cardiaque. Aucune trace de violence. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Aucune marque qui doit peut-être voir. » Vail fronça les sourcils. « Que signifie-t-il » Poirot sourit. « Simplement qu'il faut regarder non pas avec les yeux, mais avec l'esprit. » Après le déjeuner, Poirot se retira dans le petit salon donnant sur la terrasse. Debout près de la fenêtre, il contemplait les landes vallonnées, les mains jointes derrière le dos. J'avais appris à reconnaître les signes de la profonde réflexion. Le silence, le tapotement régulier d'un pied, le murmure étouffé de français. Finalement, il se retourna. « Oh, moi, Hastings, que pensez-vous de cette expression ? Embrassé par la mort. Une expression étrange, dis-je. Peut-être rêvait-elle de la mort, ou était-elle mélodramatique? Peut-être, mais elle l'a dit à table, devant des témoins. Pourquoi? Il y a une dimension psychologique à cela, Hastings. Une femme de son tempérament, fière, élégante, avide d'admiration, ne parle pas de la mort à la légère. C'était un message, peut-être même un avertissement. Vous pensez qu'elle avait peur de quelqu'un? Poirot écarta les mains. C'est possible. Et pourtant, si elle avait peur, elle l'a caché. Ah, les Anglaises! Comme elles aiment mourir avec dignité. Il faisait les 100 pas lentement, son regard se posant sur les fleurs qui bordaient le rebord de la fenêtre. Remarquez aussi, mon ami, que la marque sur ses lèvres était légère, circulaire. Non pas une ecchymose due à la violence, mais à un contact. Un baiser peut-être, en effet. Un baiser mortel. Ai-je murmuré? Exactement. Maintenant, Hastings, qu'est-ce qui pourrait embrasser et tuer à la fois? J'ai froncé les sourcils, perplexe. Une bague empoisonnée peut-être? Ou une drogue? Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, vous vous souvenez de vos mélodrames? Mais n'allons pas trop vite en besogne. Nous allons d'abord vérifier s'il reste des traces de poison. Il appela Madame Curtis, la gouvernante, et demanda qu'on lui apporte les verres, le linge de lit et les produits de beauté de Lady Wilmot pour les examiner. À leur arrivée, il les examina à l'aide d'une petite loupe. « Regardez, Hastings, » murmura-t-il. Sur le bord du verre, une légère trace de rouge. Du rouge à lèvres, peut-être, mais Lady Wilmot n'en portait pas lorsqu'elle s'est retirée. Je me suis penché plus près. « Vous voulez dire celle de quelqu'un d'autre » Poirot haussa les épaules. « Ou le même fard à joues appliqué plus tard.
Il faut voir s'il correspond à la marque sur les lèvres. Ce n'est pas seulement une question de mort, voyez-vous, mais aussi d'intimité. Il se redressa, le visage grave. Quelqu'un a embrassé Lady Wilmot alors qu'elle dormait, ou avant sa mort, et ce baiser fut l'instrument de sa perte. L'après-midi s'éternisait. Poirot refusa d'accompagner le coroner à l'auberge du village où devait se tenir l'enquête. Il resta plutôt dans son bureau, prenant des notes et réarrangeant de petits objets sur son bureau selon des schémas qui semblaient même receler une signification secrète. Il finit par lever les yeux. « Hastings, j'ai déjà un début d'hypothèse. Elle est délicate, très délicate, mais elle correspond à la psychologie. Nous n'avons pas affaire ici à un crime de haine, mais à un crime de possession. Un amour tordu, comme on tord un fil de soie jusqu'à l'étrangler. Vous pensez que c'était Dorrington ?» Poirot sourit d'un air énigmatique. « Mon ami, quand la vanité d'un homme est blessée, il peut devenir capable de beaucoup, mais n'accusons pas encore. Il nous faut d'abord observer le mensonge qui se trahira de lui-même. » Il referma son carnet puis se leva. « Demain, nous allons rejouer la soirée. Chaque invité racontera à nouveau son histoire, devant les autres. Et alors, je pense, un masque tombera. » Ce soir-là, au moment de nous retirer, j'aperçus Poirot, seul près de la fenêtre de sa chambre, contemplant le pâle clair de lune sur la lande. Son reflet dans la vitre semblait étrangement immobile, sa moustache argentée luisant faiblement. « Bonne nuit, mon ami !» dit-il sans se retourner. « Odo, demain, nous commencerons à nous détacher de la mort. » Chapitre 3. L'arrivée. Quand je repense à ces jours passés à Heatherley Manor, ce qui me frappe le plus, c'est l'étrange dualité de l'atmosphère, à la fois paisible et oppressante. La maison elle-même, avec sa pierre rosée et ses pelouses tranquilles, semblait se rebeller contre l'idée même de crime. Et pourtant, sous cette façade sereine, on pouvait percevoir une tension latente, une vigilance nerveuse parmi ses habitants. Le lendemain matin du décès de Lady Wilmot, Hercule Poirot, avec son tact et son autorité habituelle, prit en charge l'enquête. Les autorités locales, bien que polies, semblaient secrètement soulagées de s'en remettre à lui. La réputation de Poirot avait même atteint ces contrées paisibles du Devon. L'inspecteur Vail, après une brève conversation quelque peu embarrassée, avait convenu que M. Poirot pourrait tout aussi bien examiner les choses à sa manière. En entrant dans la bibliothèque ce matin-là, je constatai que Poirot l'avait déjà transformé en une sorte de quartier général. La longue table en acajou était disposée avec son ordre habituel. Un petit carnet, un coupe-papier en argent, une loupe et plusieurs enveloppes soigneusement étiquetées contenant des échantillons. Le verre, la trace de rouge à lèvres et le fragment de lettre inachevé qui l'avait tant intrigué la veille. Il se tenait près du feu, les mains jointes derrière le dos, lorsque toute la maisonnée s'est rassemblée à sa demande. « Mes amis, commença-t-il, il n'est pas agréable, je le sais, de reparler de cette tragédie. Mais pour découvrir la vérité, nous devons reconstituer, avec précision, la dernière soirée de Lady Wilmot. Chacun de vous me dira ce qu'il a observé, ce qu'il a dit, ce qu'il a entendu. Aucun détail ne sera insignifiant. Un mensonge, même minime, sera découvert, je vous le promets. » Un léger frémissement parcourut le groupe. Dorrington évita le regard de Poirot. Madame Langtry lissa ses gants d'un geste nerveux. Le docteur Pemberton resta assis, le dos raide, la mâchoire serrée. Le récit de Geoffrey Marchemont. Ma tante était de bonne humeur au dîner, dit Geoffrey d'une voix posée mais monocorde. Elle a mentionné une correspondance qu'elle comptait terminer avant d'aller se coucher. Vers 21h30, elle s'est plainte d'un léger mal de tête et s'est levée pour monter. Nous sommes tous restés au salon pendant environ 1 heure après. Poirot acquiesça. Et pendant cette heure, Madame Langtry jouait du piano. Félix fumait près de la cheminée. Le docteur Pemberton et moi avons parlé du nouveau locataire de l'Archmere Court. Lady Wilmot est-elle revenue à un moment donné ? Non,
La dernière fois que je l'ai vue, c'était quand elle a quitté la pièce. » Poirot lui tapota légèrement le menton. « Et quand avez-vous pris votre retraite ?»« Il était environ 10h30. Je suis passé devant sa porte en allant dans ma chambre. La lumière était encore allumée et je l'ai entendu bouger. Merci, monsieur. » Le récit de Madame Langtry fut la suivante. Son calme était admirable, même si son regard se porta 1 ou 2 fois vers Dorrington. Elénore semblait mal à l'aise toute la soirée, dit-elle. Pas malade, mais préoccupée. À un moment donné, elle a ri brusquement de quelque chose que personne n'avait dit. Je m'en souviens parce que cela nous a surpris. Elle avait un regard curieux, comme si elle voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Poirot se pencha en avant. Et a-t-elle parlé de cela? A-t-elle dit ce qui la troublait? Non, répondit Madame Langtry. Simplement qu'elle en avait assez des secrets. Il y eut un bref silence. Les secrets de qui? Demanda Poirot à voix basse. Madame Langtry hésita, ses jointures blanchissant sur sa tasse de thé. Elle ne l'a pas dit. J'ai supposé qu'elle faisait allusion à des affaires de famille. Les yeux de Poirot brillèrent. Peut-être, ou peut-être voulait-elle dire autre chose? Continuez, madame. Après qu'elle soit montée, Geoffrey a versé du brandy. Félix et moi avons discuté jusqu'à environ 22h30. Ensuite, je suis monté. Ma chambre est à côté de la sienne, celle de M. Dorrington. Je n'ai rien entendu d'inhabituel pendant la nuit. Le récit de M. Félix Dorrington. Lorsque Dorrington se leva pour prendre la parole, je fus frappé par la maîtrise avec laquelle il contrôlait son expression. Il avait cette élégance qu'on observe chez les hommes habitués au regard des autres, charme, assurance, mais derrière, un certain calcul. Je ne peux que répéter ce qui a déjà été dit. Décommença-t-il. Lady Wilmot semblait perturbée. Elle m'a demandé de porter une lettre pour elle au bureau de poste du matin. J'ai accepté, mais elle ne me l'a pas donnée. Je suppose qu'elle a oublié. Poirot inclina la tête. Cette lettre? Serait-ce celle que nous avons trouvée inachevée sur son bureau, adressée à vous? Dorrington parut un instant décontenancé, puis esquissa un sourire. Je suppose. Je n'avais aucune idée qu'elle avait commencé. Et dites-moi, monsieur, demanda Poirot d'une voix douce, y avait-il de l'affection entre vous? Le ton de Dorrington s'est refroidi. Nous étions amis, rien de plus. Vraiment? Dit Poirot sur ce ton doux et soyeux qui annonçait souvent une révélation. Et pourtant, la phrase par laquelle elle commençait la lettre, « Mon très cher Félix », suggère quelque chose d'un peu plus chaud. Dorrington serra les dents. Lady Wilmot était affectueuse avec tout le monde. C'était une femme sensible. Poirot sourit. Une femme sensible, oui. Mais parfois, monsieur, les sentiments ne sont pas répartis équitablement. Un léger murmure parcourut l'assemblée des invités. Dorrington rougit, mais garda le silence. Le récit du docteur Pemberton, le témoignage du médecin fut le plus bref. Lady Wilmot se portait parfaitement bien lorsque je l'ai vue après le dîner. Elle a pris sa dose habituelle de laudanum, ses plaintes de nervosité, et est allée se coucher. Je n'ai rien remarqué d'autre d'anormal. Poirot le regarda attentivement. « Vous dites sa bière habituelle? Combien a-t-elle pris? Une cuillère à café dans l'eau, comme d'habitude. Où était rangée la bouteille? Dans son armoire à pharmacie. » Poirot inclina la tête. « Et vous êtes certain qu'elle l'a mesurée elle-même? » « Je suppose que oui. »« Ah, mais il ne faut jamais présumer, docteur. » Pour la première fois, le docteur Pemberton parut mal à l'aise. « Vous pensez que quelqu'un y a trafiqué? »« Je ne pense à rien pour l'instant, » dit Poirot. « Mais j'aime savoir qui a la possibilité de toucher à ce que consomme un autre. » Une fois les comptes réglés, Poirot resta longtemps assis en silence. Seul le faible crépitement du feu venait troubler le silence. Finalement, il se leva et se mit à arpenter lentement la pièce, les mains jointes derrière le dos. « Il y a des contradictions, » dit-il enfin. « De petites contradictions, certes, mais elles existent. Monsieur Marchemont entend Lady Wilmot se déplacer dans sa chambre à 10h30. Madame Langtry monte à la même heure et n'entend rien. Pourtant, tous deux affirment que leurs chambres sont proches de la sienne.
Curieux, n'est-ce pas? Il s'arrêta près de la fenêtre. Il y a aussi cette histoire de laudanum. Si Lady Wilmot en prenait tous les soirs, le flacon devrait être à moitié vide. Or, il est presque plein. Donc, elle n'en a pas pris. Ou quelqu'un a voulu faire croire le contraire. J'ai froncé les sourcils, mais cela voudrait dire... Exactement, dit Poirot, que le médicament faisait partie de la pièce. Un petit artifice, en quelque sorte. Et une autre chose, la phrase de Lady Wilmot au dîner. J'ai été embrassé par la mort. Vous voyez, Hastings, ce n'était pas une prophétie, c'était une accusation. À l'heure du déjeuner, Poirot se retira de nouveau dans la solitude. Il s'assit devant la cheminée de son petit salon à l'étage, les yeux mi-clos, les doigts serrés l'un contre l'autre. J'avais appris à ne pas interrompre ces moments de réflexion. Finalement, il prit la parole à voix basse. « Hastings, vous souvenez-vous de la marque sur vos lèvres ?»« Oui, une légère ecchymose. C'était circulaire, symétrique, sans pression des doigts ni d'un objet, et pourtant d'origine indéniablement humaine. Vous voulez dire un baiser ? Exactement, un baiser empoisonné, peut-être venant des lèvres d'un autre, ou d'un objet porté à la bouche. Un rouge à lèvres, peut-être, ou, il s'interrompit brusquement, ou quelque chose d'encore plus intime. Je la fixai du regard. « Mon Dieu, Poirot, vous voulez dire que quelqu'un l'a embrassé à mort ?» Il esquissa un sourire. C'est l'hypothèse la plus simple. Et la simplicité, Hastings, n'est pas à mépriser. Mais nous devons la prouver. Cet après-midi-là, il demanda qu'on lui apporte à nouveau tous les produits de beauté de Lady Wilmot. Parmi eux se trouvait un petit tube de rouge à lèvres en argent, gravé d'un nœud entrelacé avec un Danse Poirot, l'examina sous sa loupe, dévissa le socle et laissa échapper une petite exclamation. « Ah, c'est bien ce que je pensais. Regardez, Hastings, une légère décoloration le long du bord intérieur, un résidu poudreux, cristallin. Il faut absolument le faire analyser. » Il le mit de côté avec précaution. « Mais déjà, je le vois bien, ce rouge à lèvres a été trafiqué, et celui ou celle qui l'a appliqué sur ses lèvres, après qu'elle se soit endormie, ou avant sa mort, a semé la mort en personne. Mais qui a bien pu faire une chose pareille ?» me suis-je écrié. Poirot esquissa un sourire sinistre. « Voilà, mon ami, ce que nous découvrirons demain, lorsque j'inviterai à nouveau nos convives à s'exprimer, et que chacun se trahira par un petit détail. » Il se tourna vers la fenêtre, où le soleil couchant baignait les landes d'une lueur mélancolique. « Meurtre par affection, Hastings, le baiser de la mort. Il y a là une poésie terrible, n'est-ce pas ?» Chapitre 4. Les questions commencent. Le lendemain matin, le ciel était gris et le silence régnait. La lande, au-delà d'Eaterlake, était enveloppée d'un fin voile de brume. Les oiseaux semblaient hésiter à rompre le silence. On ressentait dans l'air cette étrange suspension que l'on éprouve parfois au théâtre entre deux actes, lorsque le rideau est tombé, mais que l'histoire n'est pas encore terminée. Poirot, cependant, était déjà à l'œuvre. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque à 8 heures, son petit déjeuner intact, la table devant lui recouverte de notes et de schémas. Un plan du couloir supérieur était étalé devant lui, et de petits carrés de papier indiquaient l'emplacement de chaque chambre. « Regardez, Hastings, » dit-il, en tapotant délicatement le plan. « La chambre de Lady Wilmot est ici, attenante à celle de Madame Langtry, en face de celle de Monsieur Dorrington. Geoffrey Marchmont est au bout. L'escalier des domestiques commence juste là. Un décor parfait pour une tragédie, n'est-ce pas? Ah, on dirait plus un puzzle qu'une scène de crime, dis-je en me penchant. Qu'est-ce que c'est que ce carré que vous avez dessiné dans le coin? Voilà, mon ami, le dressing. Il relie la chambre de Lady Wilmot à celle de Madame Langtry par une porte intérieure. Il était fermé à clé, mais la clé... Ah, la clé, Hastings, a été trouvée dans l'écluse intérieure. Vous pensez que c'est significatif? Les yeux de Poirot brillèrent. Tout est important, mon ami.
même une clé qui est où il devrait être, car cela nous indique que quelqu'un voulait nous faire croire cela. À 8h30, Poirot avait demandé à ce que les membres de la maisonnée viennent le voir un par un. Il ne poserait, disait-il, que quelques questions afin d'éclaircir les petites incohérences. Je savais parfaitement ce que cela signifiait. Poirot, lorsqu'il se mettait à éclaircir, pouvait démêler une vie fil après fil. La première à apparaître fut Madame Langtry. Madame Langtry, elle, entra, sereine, sa tenue de deuil impeccable. Elle avait l'air d'une femme disposée à être raisonnable et à dissimuler autant que la bienséance le permettait. « Monsieur Poirot, dit-elle en s'asseyant avec grâce, j'espère que vous ne me retiendrez pas longtemps. Cette maison est devenue insupportable. » Poirot inclina la tête. « Hélas, madame, la mort nous affecte tous. Vous étiez proche de Lady Wilmot, n'est-ce pas? Nous étions de vieilles amies. Je la connaissais avant son mariage. Et vous êtes restés amis jusqu'à la fin. » Un sourire discret et froid. « Nous avions nos différends, comme c'est souvent le cas entre femmes. Mais je l'admirais. » Poirot hocha la tête, pensif. « Vous disiez hier que Lady Wilmot semblait troublée, qu'elle parlait de secrets. » Les yeux de Madame Langtry ont brillé. « Oui. » Et à quel secret pensiez-vous qu'elle faisait allusion? Quelque chose en rapport avec ses affaires, peut-être. De l'argent, ou son testament. Je n'en sais pas plus. Poirot tapota ses doigts l'un contre l'autre. « Madame, vous êtes une femme intelligente. Vous observez beaucoup. Vous êtes également discrète. Mais permettez-moi de vous demander, saviez-vous qu'il y avait une quelconque liaison entre Lady Wilmot et Monsieur Félix Dorrington? » La question restait en suspens. Madame Langtry hésita un instant de trop. Elle l'admirait, dit-elle enfin. « Il est jeune, beau, attentionné. Les femmes de l'âge d'Éléonore apprécient souvent d'être admirées. » La moustache de Poirot frémit. « Et vous, madame, avez-vous également bénéficié de son admiration ?» Ses yeux ont étincelé. « Monsieur !» Il esquissa un sourire. « Excusez-moi, madame, mais je remarque que vos gants, ils sont neufs, n'est-ce pas? Fraîchement achetés. Quel rapport avec quoi que ce soit? Peut-être rien. Pourtant, changer de gants en pleine période de deuil suggère qu'on a quelque chose à cacher. Peut-être une tache indélébile. » Son sang-froid vacilla. « Vous êtes impertinent, monsieur Poirot. » Poirot inclina la tête avec une politesse parfaite. « C'est mon métier, madame. » Elle se leva en tremblant légèrement et quitta la pièce sans un mot de plus. Poirot la regarda partir, les yeux brillants d'une satisfaction discrète. « Elle a le tempérament, » murmura-t-il. « Et la jalousie, mais pas, je crois, le courage. » 2. Geoffrey Marchemont, puis vint Geoffrey Marchemont, le visage tiré, les yeux lourds de fatigue. Il s'affala dans le fauteuil en face de Poirot avec un soupir. « Faut-il vraiment tout reprendre ?» marmonna-t-il. « J'ai dit tout ce que je sais. » Poirot le regarda fixement. « Vous aimiez votre tante ?»« Bien sûr. Et pourtant, elle avait peut-être l'intention de modifier son testament ?» Il sursauta légèrement. « Qui vous a dit ça ?» Poirot sourit. « Personne. Mais cela se lit sur votre visage. Vous êtes un homme soucieux, d'ordre financier, n'est-ce pas? Et votre tante était riche. » Geoffrey rougit. « Elle m'avait déjà aidé, mais elle avait parfaitement le droit de faire ce qu'elle voulait de son argent. » Poirot se pencha doucement en avant. « Dites-moi, monsieur, avez-vous entendu un bruit cette nuit-là? Un mouvement dans le couloir après que vous soyez allé vous coucher ?» Il hésita. « Oui, vers minuit, j'ai entendu des pas feutrés, peut-être 2 groupes, devant ma porte. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. 2 couples, dites-vous? Un homme et une femme? Je n'aurais pas pu le dire. J'ai seulement remarqué que le tapis de sol était léger. » Poirot hocha la tête, l'air pensif. « Merci, monsieur, c'est très utile. » Lorsque Marchemont fut parti, Poirot murmura pour lui-même. 2 séries de pas. L'une menant vers la porte de Lady Wilmot. Très intéressant. 3. Dr Pemberton, le médecin, entra d'un pas vif, comme s'il était déterminé à affirmer son autorité professionnelle. Il resta debout plutôt que de s'asseoir, les bras croisés, avec l'attitude d'un homme persuadé qu'on l'accuse de folie. « Eh bien, monsieur Poirot, dit-il,
J'espère que vous avez fini de jeter le discrédit sur mon diagnostic. » Poirot sourit. « Je ne porte aucun jugement sur rien, docteur. Je cherche simplement la vérité. » « Il n'y a rien à chercher. C'était une insuffisance cardiaque. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Alors pourquoi, docteur, y avait-il des résidus de laudanum dans sa tasse de thé alors que le flacon était presque plein ?» Pemberton cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Oui, docteur, une trace d'opiacé, mais trop peu pour avoir été prise délibérément. Quelqu'un en a déposé une goutte, pour suggérer qu'elle s'était dosée elle-même. Peut-être. »« C'est absurde !» s'écria-t-il. « Qui ferait ça ?» Poirot leva la main. « Ah, c'est bien la question, n'est-ce pas ?» Le teint de Pemberton s'assombrit. « Vous me pardonnerez si je ne prends pas de leçons de médecine auprès d'un étranger qui voit le meurtre dans chaque ombre. » Le sourire de Poirot ne faiblit jamais. « Je vous pardonne tout, docteur, sauf la stupidité. » Le médecin partit, furieux. Poirot le regarda s'éloigner en murmurant « La vanité du professionnel. Toujours si fragile, si blessé. » Pourtant, son indignation était trop véhémente, Hastings. C'était l'indignation de la culpabilité ou de la peur. 4. Monsieur Félix Dorrington de tous les entretiens, celui-ci était le plus tendu. Dorrington entra avec une politesse forcée, bien que ses yeux sombres pétillèrent d'impatience. « J'espère que cela ne prendra pas longtemps, monsieur Poirot. J'ai un rendez-vous en ville. » Poirot haussa les sourcils. « Vraiment ? Vous partez ? Seulement pour quelques jours. »« Ah, pour échapper à cette atmosphère désagréable, peut-être. » Dorrington serra les mâchoires. « Je ne suis pas en procès. » Poirot sourit avec bienveillance. « Mais non, pas encore. » Un léger tressaillement traversa les lèvres de Dorrington. Poirot poursuivit doucement. « Vous aviez une affection particulière pour Lady Wilmot. »« Certainement. C'était une femme charmante. »« Charmant et généreux !» Le ton de Dorrington s'est refroidi. « Je ne lui ai jamais rien demandé. » Poirot acquiesça. « Et pourtant, elle vous a écrit, vous appelant. « Mon très cher Félix. » Vous n'avez pas répondu, il hésita. « Je n'ai pas eu le temps. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Et non, mais vous avez eu le temps de lui apporter un verre d'eau, de vous attarder après le départ des autres du salon, de marcher à pas feutrés dans le couloir après minuit. » Dorrington se figea. « Qu'insinuez-vous » Poirot le regarda avec ce léger sourire qui désarmait ou exaspérait toujours. « Rien, monsieur. Seulement qu'on ne va pas chercher de l'eau pour une dame à moins d'avoir déjà soif. » Lorsque Dorrington fut parti, Poirot se tourna vers moi. Ses yeux brillaient de cette satisfaction particulière que je lui avais vue lors de moments de révélation. « Eh bien, Hastings, » dit-il doucement, « les mensonges commencent. »« Quels mensonges ? » ?»« Tous. Madame Langtry feint l'amitié. Elle cache sa jalousie. Geoffrey Marchemont prétend l'indifférence. Il dissimule son désespoir. Le docteur Pemberton cache sa vanité. Et peut-être pire encore. Quant à Dorrington, il cache quelque chose de tout à fait différent. La peur. Peur de quoi ? Poirot sourit. D'exposition, de découverte, de vengeance féminine peut-être. Ce soir-là, après le dîner, Poirot demanda à la maisonnée de se réunir une dernière fois au salon. Il se tenait près de la cheminée, impeccable comme toujours, les yeux brillants, le ton calme et posé. « Mes amis, dit-il, je vous remercie de votre coopération. J'ai maintenant les fils, très fins, très emmêlés, mais des fils tout de même. Chacun de vous cache quelque chose. Certains cachent la culpabilité, d'autres l'amour, d'autres encore la folie. Mais l'un d'entre vous cache meurtre. » Un frisson collectif parcourut la pièce. Poirot leva un doigt. « Demain, je révélerai ce qui est réellement arrivé à Lady Wilmot. Mais ce soir, je dois confirmer un dernier détail. C'est pourquoi je dormirai ici, dans cette maison où la mort a déjà sévi. » Il esquissa un sourire. « Il est toujours instructif, Hastings, d'observer un meurtrier lorsqu'il se croit hors de vue. Cette nuit-là, j'eus du mal à dormir. La maison était silencieuse sous le clair de lune, et du couloir parvenait un léger craquement de planches.
La lampe de Poirot brillait sous sa porte jusqu'à presque 2 heures du matin. Quand elle s'éteignit enfin, je me demandais si lui aussi pressentait que le meurtrier n'avait pas encore terminé son œuvre. Chapitre 5. Les fausses pistes. Le lendemain matin, le ciel, pâle et sans vent, était d'un gris terne recouvrant la lande. La maison semblait comme suspendue dans un silence pesant, comme si le moindre craquement de plancher ou le moindre murmure pouvait trahir un secret coupable. Même les domestiques se déplaçaient avec une prudence exagérée, chuchotant dans les coins, le visage blême d'appréhension. Poirot avait peu dormi, voire pas du tout. Quand je suis descendu prendre mon petit déjeuner, il était déjà à la bibliothèque, plongé dans ses notes, avec la concentration intense d'un homme assemblant les dernières pièces d'une délicate mosaïque. Il leva les yeux à mon entrée. Malgré la fatigue, son regard brillait encore. « Ah, Hastings, le matin nous apporte la clarté. Il en est toujours ainsi après la longue nuit. Nous allons maintenant voir lequel d'entre nous commence à manifester de la nervosité, du malaise, car c'est cela, mon ami, qui révèle la culpabilité. » Il me fit signe de m'asseoir. « Déjà, il y a du mouvement. L'inspecteur Veil est de retour. Il apporte des nouvelles de la pharmacie. À propos du rouge à lèvres, ai-je demandé avec enthousiasme. Exactement. Il a confirmé que le résidu sur le tube de rouge à lèvres contenait des traces d'atropine, un poison mortel, parfois utilisé dans les collyres, parfois par des meurtriers subtils. Une petite dose, appliquée avec précaution sur les lèvres, suffirait à tuer sans résistance. Je la fixai du regard. Alors c'est certain, Lady Wilmot a été empoisonnée. Poirot hocha lentement la tête. Oui, elle a été embrassée, littéralement, par la mort. Du moins, nous avons les moyens. Ce qui reste, c'est le cœur, le mobile. L'inspecteur Veil entra à ce moment-là. C'était un homme robuste, à l'allure légèrement intimidée par Poirot, mais qui ne voulait rien laisser paraître. Il ôta son chapeau avec respect. « Bonjour, messieurs. Nous avons fait quelques vérifications. Il semblerait que le docteur Pemberton ait commandé une solution d'atropine à la pharmacie il y a 15 jours, pour un usage professionnel, dit-il. « Tiens, » murmura Poirot, sa moustache frémissant légèrement. « C'est très curieux, vale acquiesça. C'est curieux, en effet. Et qui plus est, le flacon trouvé dans son sac correspond au résidu sur le tube de rouge à lèvres. Je dirais que nous avons trouvé notre homme. »« Peut-être, » dit Poirot d'un ton neutre. « Peut-être » Valet parut surpris. « Vous voulez dire que ce n'est pas suffisant ?» Poirot esquissa un sourire. « Suffisant pour la police, peut-être, mais pour Hercule Poirot. Ah non, monsieur l'inspecteur, c'est... aussi, beaucoup trop. C'est trop parfait. » Val fronça les sourcils. « Trop parfait ?» Oui, quand un indice s'emboîte si parfaitement, si joliment, je commence à m'en méfier. La vraie vie, mon ami, n'est jamais symétrique. Seuls les plans des meurtriers le sont. L'inspecteur grogna. Néanmoins, il est de mon devoir de l'interroger à nouveau. Puis-je le faire ? Absolument, dit Poirot. Je pense que vous le trouverez prêt à se défendre. L'entretien eut lieu dans le petit salon du matin. Le docteur Pemberton, interrompu dans son petit déjeuner, arriva rouge de colère et indigné. « Je proteste, monsieur, » déclara-t-il aussitôt. « Je n'ai rien à cacher. Oui, j'ai acheté de l'atropine, une solution courante. Elle est utilisée en ophtalmologie. J'ai eu des cas de névralgie et de fatigue oculaire parmi mes patients. Et pourtant, dit Veil, vous étiez le seul homme ici à posséder un tel produit chimique, et il se trouve qu'il correspond au poison qui a tué Lady Wilmot. Cela ne prouve rien. Je n'ai même pas touché à ces produits de beauté. Demandez au domestique. Je lui ai à peine adressé la parole après le dîner. » Poirot, assis tranquillement près du feu, intervint doucement. « Et pourtant, docteur, vous étiez très attentif avant le dîner, n'est-ce pas ?» Le médecin commença. « Que voulez-vous dire ?» Poirot sourit. « Lady Wilmot se plaignait d'un malaise. Vous lui avez proposé des sels d'ammoniac. Vous avez ajusté son coussin à table. Vous lui avez servi du vin. » Les yeux de Pemberton s'illuminèrent. « Le devoir d'un médecin,
On ne peut guère qualifier cela de suspect. » »« Ah » dit Poirot, « mais voyez-vous, je ne dis pas que c'est suspect, je dis que c'est habituel. Et les habitudes, docteur, révèlent l'âme. » Le médecin le foudroya du regard. « Vous ne transformerez pas ma bienveillance professionnelle en meurtre. »« Calmez-vous, » dit Poirot d'une voix douce. « Si vous êtes innocent, vous n'avez rien à craindre. Seulement, ne confondez pas orgueil et sécurité. La vanité, docteur, a trahi des hommes bien plus valeureux. » Pemberton partit, visiblement agité. Val se tourna vers Poirot. « Je maintiens que nous avons suffisamment d'éléments pour le retenir. » Poirot secoua la tête. « Non, 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 mon cher Vail, attendons encore un peu. Le coupable ou la coupable se montrera de lui-même. » Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère étrange et pesante. La maisonnée avait eu vent des soupçons pesant sur le docteur Pemberton. Les domestiques chuchotent « Hastings », même quand on leur dit de ne pas le faire. Et l'effet fut immédiat. Geoffrey Marchmont évitait soigneusement le docteur. Madame Langtry affichait une indignation vertueuse. Et Félix Dorrington, bien que peu bavard, fut aperçu à plusieurs reprises arpentant la terrasse, plongé dans ses pensées. « Je n'aime pas ça, Poirot, » lui dis-je cet après-midi-là. « Tout le monde se comporte bizarrement. » Il esquissa un sourire. « Naturellement, une fausse accusation agit comme un miroir, Hastings. Elle reflète la culpabilité cachée des autres. Voyez qui est soulagé, qui est inquiet, et vous verrez qui craint d'être découvert. »« Et qui soupçonnez-vous donc ?» Poirot plissa les yeux. « Je soupçonne que la personne qui tire le plus grand profit de la disgrâce du docteur... »« Lequel ?»« Ah, dit Poirot, c'est la question. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière la lande, un incident se produisit qui changea tout. Nous étions au salon. Geoffrey à la fenêtre, Madame Langtry tricotant en silence, Félix Dorrington appuyé d'un air sombre contre la cheminée. Poirot, comme toujours, observait en silence, son regard passant d'un visage à l'autre. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et Elsie, la bonne, se précipita à l'intérieur, le visage blême et tremblante. « Oh, monsieur, venez vite, c'est le docteur Pemberton. » Nous l'avons suivi en hâte jusqu'au cabinet du médecin. Il était à moitié allongé sur son bureau, le visage tourné sur le côté, la main serrant encore un petit verre. L'odeur âcre du laudanum flottait dans l'air. Poirot s'avança rapidement, examinant le verre et la bouteille. « À moitié plein » murmura-t-il. « Et le verre ? Aucune trace de lèvres. Il voulait faire croire à un suicide. » Val jura à voix basse. Alors il a avoué sa culpabilité de la seule manière qui lui restait. Poirot secoua la tête. « Non, regardez de plus près, mon ami. Le flacon de laudanum. Il a été nettoyé, n'est-ce pas ? Et la main, serrée trop fort pour un mourant. C'est une mise en scène, Valet. Une scène arrangée pour vous. » Il se pencha. Là, une légère marque au poignet. Un bleu, petit mais net. Quelqu'un l'a maintenu, l'a forcé à boire. « Tu veux dire, oui ?» dit Poirot d'un ton grave. « Le meurtrier a encore tué. Et cette fois, il l'a fait pour protéger son secret. » Plus tard, lorsque la maison fut sans dessus-dessous et le corps enlevé, Poirot et moi nous sommes retrouvés seuls dans la bibliothèque. Le détective resta immobile plusieurs minutes, puis il parla à voix basse. Le médecin était un imbécile, mais pas un meurtrier. On l'a réduit au silence parce qu'il avait vu quelque chose, ou peut-être reconnu quelque chose, qui trahissait le tueur. Je restais silencieux. L'ombre de deux morts semblait assombrir la pièce. Le visage de Poirot se durcit. Alors, la donne change. Le meurtrier est intelligent. Mais l'intelligence, Hastings, est un don dangereux. Elle aveugle celui qui la possède et le rend incapable de voir la simplicité. C'est-à-dire, il se tourna soudain vers moi. Demain, nous découvrirons ce que le bon docteur a découvert. J'imagine que c'est caché à la vue de tous, quelque part où une femme vaniteuse pourrait dissimuler ses secrets. Il esquissa un sourire empreint d'une satisfaction sombre. Le décor est presque planté, mon ami. Bientôt, je les réunirai tous, et nous verrons qui rougira quand le mot sera prononcé. Baise reste parler. Chapitre 6.
Un indice détaillé. Peu après 9 heures, le lendemain matin, Hercule Poirot descendit le grand escalier du manoir d'Heatherley. Ses petits souliers vernis brillaient, sa moustache était d'une précision impeccable. Jamais on n'aurait deviné qu'il avait passé la moitié de la nuit à réfléchir. Seule la légère ombre sous ses yeux trahissait sa veille. « Ah, mon cher Hastings, dit-il gaiement, vous avez bien dormi, n'est-ce pas? Excellent. Vous aurez donc l'honneur de m'assister ce matin dans une expérience des plus délicates, le genre qui fait extrêmement plaisir aux petites cellules grises. » J'ai soupiré intérieurement. Les expériences de Poirot impliquaient souvent de ramper sur des tapis ou de rapporter des objets obscurs. Et en quoi consiste cette expérience? Ai-je demandé. Il sourit d'un air énigmatique. Pour confirmer ce que ma raison murmure déjà. Vous vous souvenez, Hastings, de notre pauvre médecin, le regretté docteur Pemberton? Bien sûr, c'est une affaire épouvantable. Eh bien, j'y ai réfléchi. Le médecin a été réduit au silence, c'est certain. Mais pourquoi? Qu'avait-il découvert? Je pense, non, j'en suis sûr, que c'était quelque chose dans la chambre de Lady Wilmot elle-même. Quelque chose que le meurtrier a laissé derrière lui. Ou quelque chose qu'il ou elle ne pouvait pas enlever. Les yeux de Poirot brillèrent. Allons, Hastings, rendons une dernière visite à la chambre des morts. Le couloir à l'étage de Heatherley était sombre et frais, l'épaisse moquette étouffant nos pas. La chambre de feu Lady Wilmot était telle que nous l'avions laissée. Le lit soigneusement fait par Madame Curtis, les rideaux entr'ouverts pour se protéger du faible soleil matinal. Pourtant, malgré cette impression d'ordre, je ne pouvais me défaire du sentiment que la pièce regardait nous, qu'elle attendait, dans son immobilité, que la vérité vienne la troubler. Poirot commença aussitôt son examen minutieux. Il se déplaçait lentement, l'œil perçant comme celui d'un faucon, notant chaque objet, chaque légère irrégularité du poil du tapis. « Voyez-vous, Hastings, murmura-t-il, cette coiffeuse, c'est le théâtre du crime. Voilà ses produits de beauté, son miroir, son peigne. Mais que manque-t-il? J'ai regardé le tout, impuissante. Manquante? Je vois tout. Poudre rouge à lèvres, parfum, ogio. Poirot pointa du doigt. Exactement. Pourtant, pinceau à lèvres. Mon ami, le petit pinceau servant à appliquer la couleur, est absent. Lady Wilmot était méticuleuse. Elle n'aurait jamais utilisé son doigt pour une telle tâche. Et quelqu'un l'a pris? Peut-être. Mais pourquoi enlever une chose aussi insignifiante, à moins qu'elle ne puisse trahir? Il se pencha, son visage frôlant presque la surface polie de la table. Puis il s'exclama soudain. « Ah! Regardez, Hastings! Le miroir !» J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Et alors? L'angle !» dit-il triomphalement. « Ion, il est légèrement orienté vers la gauche, vers la porte, et non vers la chaise où elle s'assiérait. Et voyez cette légère trace sur le bord inférieur, comme si quelqu'un l'avait touché avec des gants. » Il se redressa, le visage illuminé. « Vous voyez, Hastings, quelqu'un s'est tenu ici après sa mort, peut-être dans l'obscurité, et s'est penché suffisamment près du verre pour, comment dire, confirmer les faits. Oui, oui, pour vérifier l'apparence. Je suis resté bouche bée. Vous voulez dire que le meurtrier est revenu admirer son œuvre, ou la sienne? Exactement. La vanité, Hastings, laisse des traces là où la logique n'en laisse aucune. À ce moment-là, on frappa timidement à la porte. C'était Elsie, la bonne, pâle mais calme. « Excusez-moi, monsieur. Madame Curtis dit que vous vouliez me voir. »« Ah oui, mademoiselle, » dit Poirot aimablement. « Entrez, entrez. Vous m'avez été d'une grande aide. Et je dois vous demander un dernier souvenir. Vous avez aidé Lady Wilmot à se déshabiller ce soir-là, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur. Vers 10 heures. Elle a dit qu'elle allait lire un peu avant d'aller au lit. »« Et que portait-elle quand vous l'avez quittée? »« Une nuisette en soie, monsieur, et son peignoir vert. Elle a dit qu'elle prendrait sa crème pour le visage plus tard. Elle était encore sur la table. » Poirot plissa les yeux. « Le vert? Vous dites robe de chambre? »« Oui, monsieur. Pourtant,
murmura-t-il. Lorsqu'on l'a retrouvée, elle portait sio et ner, bleuin. Elsie fronça les sourcils. C'est vrai, j'avais oublié. Madame Curtis l'a peut-être changée. Poirot esquissa un sourire. Peut-être. Merci, mademoiselle. Vous m'avez été très utile. Quand elle fut partie, je me tournai vers lui. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, Poirot? La couleur d'un peignoir n'a certainement aucune importance. Il laissa échapper un petit rire. Sans importance? Absolument pas. Le peignoir d'une femme est une affaire de vanité. Et la vanité, Hastings, est précisément le fil conducteur de cette affaire. Il s'approcha lentement de l'armoire et l'ouvrit. À l'intérieur étaient suspendus plusieurs vêtements, robes, châles, foulards, tous soigneusement rangés. Poirot les caressa du bout des doigts, puis s'arrêta. Il sortit le peignoir bleu et l'examina à la lumière. « Regardez, une légère odeur, douce mais artificielle. Du parfum, oui, mais pas celui de Lady Wilmot. C'est un cadeau d'homme, Hastings. Cher, étranger. Le genre de cadeau qu'un amant pourrait offrir. Il me l'a tendu. Vous le détectez. J'ai reniflé. Du bois de santal. Et quelque chose de plus piquant. Exactement. Du santal indien avec une pointe d'ambre gris. Un mélange curieux. Et maintenant, observez le col. Il le souleva délicatement. Et j'aperçus une légère tache. À peine plus qu'une ombre. Sur la doublure en soie. Qu'est-ce que c'est? Du rouge à lèvres. De la même teinte que celui que nous avons trouvé sur l'oreiller. Mais Lady Wilmot, comme nous le savons, ne remettait pas de rouge à lèvres avant de se coucher. Par conséquent, donc quelqu'un d'autre a porté cette robe. Exactement. Ou peut-être que quelqu'un l'a placé là après sa mort. Il le plia soigneusement et le remit à sa place. C'est bien ce que je pensais. Notre meurtrier n'a pas seulement tué. Il a habillé sa victime. La mise en scène a créé un tableau. Il y a là une forme d'art, Hastings. Morbide, certes, mais précis. Plus tard, dans la matinée, Poirot convoqua Madame Curtis, la gouvernante, pour lui poser quelques questions d'un tout autre ordre. « Madame, dit-il, vous avez longtemps servi la défunte Lady Wilmot. Plus de 15 ans, monsieur. Elle a été gentille avec toi? Oui, monsieur, bien qu'elle puisse être exigeante. Poirot sourit. Ah, particulier, un mot utile. Dites-moi, a-t-elle jamais renvoyé un domestique dans des circonstances désagréables? Madame Curtis hésita. Eh bien, monsieur, il y en avait une femme de chambre, Clara Brent. Elle avait travaillé pour Lady Wilmot pendant 1 an, mais elle a été renvoyée subitement le mois dernier. Pour quelle raison? Cela a un rapport avec M. Dorrington, monsieur. Ils ont dit qu'elle était trop familière. Poirot haussa les sourcils. Trop familier? Avec M. Dorrington? Oui, monsieur, mais je n'en connais pas la vérité. Elle est retournée auprès des siens à Exeter. Poirot prit une petite note dans son livre. Vous m'avez été d'une grande aide, madame. Une fois qu'elle fut partie, il referma son carnet d'un claquement sec. Alors, enfin, nous avons la pièce manquante du puzzle psychologique. Je le regardais perplexe. Que voulez-vous dire? Il se renversa en arrière, les doigts joints en pyramide. Feu Lady Wilmot, fière, possessive, habituée à l'admiration. Monsieur Dorrington, beau calculateur, du genre à flatter facilement. Une liaison peut-être qui a dépassé les bornes. Puis, la trahison. Elle congédie la jeune fille, mais soupçonne que la liaison se poursuit. Par jalousie, elle ourdit une vengeance. Peut-être pour le démasquer, peut-être pour le ruiner socialement. Et puis, il agit le premier. Vous croyez que Dorrington l'a tué? La moustache de Poirot frémit. Ça colle, mais il ne faut pas conclure trop vite. La jalousie peut tuer, mais la peur, la vanité ou l'instinct de conservation aussi. Pourtant, je sens le parfum du mensonge. Ce soir-là, les expériences de Poirot porta ses fruits. Il invita toute la maisonnée à se réunir une fois de plus au salon. Sur la table étaient disposés plusieurs objets sous une nappe blanche. « Mes amis, dit-il doucement, j'ai ici certains objets, des broutilles, peut-être, mais ils parlent. Ils parlent d'amour, de tromperie et de meurtre. L'un d'entre vous, en les voyant, tremblera
Un instant seulement, mais suffisamment. Il souleva le tissu. Là se trouvait le rouge à lèvres, le peignoir bleu et le miroir que Poirot avait fait retirer de la chambre de Lady Wilmot. Madame Langtry laissa échapper un petit soupir. Le regard de Dorrington se porta furtivement sur le miroir, puis s'en détourna aussitôt. Geoffrey Marchemont se pencha en avant, perplexe. Poirot les observa tous, chaque mouvement, chaque frémissement. Puis, très doucement, il dit « Celui qui a tué Lady Wilmot est revenu plus tard dans la nuit pour admirer son œuvre, pour voir si la mort lui paraissait belle. » Un silence terrible s'installa. Puis Dorrington se leva brusquement, perdant son sang-froid. « C'est monstrueux !» s'exclama-t-il. « Vous n'avez aucun droit. » Le regard de Poirot se fixa sur lui, calme et inflexible. « J'en ai parfaitement le droit, monsieur, car je ne fais que répéter ce que le miroir m'a dit. » Il se tourna vers l'assemblée. « Demain, je vous montrerai ce que ce miroir a vu et comment un baiser peut tuer sans pitié. » Ce soir-là, au moment de nous coucher, je lui dis doucement « Poirot, croyez-vous vraiment que Dorrington soit coupable ?» Il esquissa un sourire. « Je crois, Hastings, que nous sommes tout près de la vérité. Il ne reste qu'un indice, le plus petit de tous, mais le plus crucial. Quand je le trouverai, le meurtrier n'aura plus aucun refuge. » Il jeta un coup d'œil vers le couloir obscurci. Cette nuit, la maison dort d'un sommeil agité, car l'esprit coupable, Hastings, fait des cauchemars. Cette ChatGPT a dit « Parfait ». Nous atteignons maintenant le premier véritable crescendo d'émotion et de tromperie. C'est ici que commencent Hercule Poirot et le baiser fatal à l'aube. Chapitre 7. De nouveaux mensonges refont surface, de la voix posée, mais d'une observation saisissante du capitaine Hastings. Ce chapitre révèle l'écheveau complexe qui se cache sous le vernis de civilité de Heatherley. Argent, amour et peur inextricablement liés, tandis que Poirot interroge chaque suspect jusqu'à ce que la vérité commence à vaciller. Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Le lendemain matin, Heatherley Manor avait l'atmosphère indéniable d'une maison assiégée. Les domestiques se déplaçaient dans un silence apeuré. Le bruit d'une porte qui claque ou d'une voix qui s'élève dans le couloir suffisait à faire se retourner brusquement les têtes. L'air lui-même semblait lourd de malaise. J'ai toujours pensé que la culpabilité avait une odeur. Pas une odeur littérale, bien sûr, mais une sorte de pesanteur invisible qui plane sur un lieu où le mensonge s'enracine. Et, à Heatherley, cette odeur imprégnait chaque rampe d'escalier ciré et chaque fenêtre à rideaux. Poirot, bien sûr, semblait parfaitement à son aise. Il prit son petit déjeuner comme au Savoy. Des croissants, un œuf à la coque cuit à la perfection et l'inévitable tasse de chocolat chaud. Pourtant, ses petits yeux gris étaient vifs et inquiets, se tournant vers la porte au moindre bruit de pas. « Aujourd'hui, mon cher Hastings, » dit-il entre deux gorgées, « nous commençons à secouer l'arbre. Les mensonges, ce sont les fruits. Et quand on secoue l'arbre, ce qui tombe en premier, ce n'est pas la vérité, mais la peur. » J'ai souri. « Vous avez déjà effrayé la moitié de la maison, Poirot. » Il écarta les mains. « Mais bien sûr, la peur est la mère de la vérité. Allons voir ce qu'elle a à avouer ce matin. » 1. La confession de Madame Langtry-Poirot commença par s'entretenir avec Madame Langtry. Elle entra, l'air hagard, son élégance ternie par des cernes sous les yeux. Elle conservait cependant encore toute sa dignité. « Madame, » dit Poirot doucement, « vous avez mal dormi, je crois. » Elle laissa échapper un rire nerveux. Personne ne dort bien dans une maison où 2 personnes sont mortes en 2 jours, monsieur Poirot. « Exactement, dit-il. Et pourtant, ce n'est pas la mort qui vous tient éveillé, mais la conscience. » Ses lèvres se pincèrent. « Tu me prends pour une menteuse ? Je pense que vous êtes une femme de secret. Hier, vous m'avez dit que Lady Wilmot avait parlé de secrets à dîner. Vous avez insinué qu'il s'agissait des siens, mais je crois qu'elle parlait des vôtres.
Madame Langtry pâlit. Le mien? Poirot inclina la tête. Oui, vous êtes veuve, n'est-ce pas? Une veuve aux revenus modestes. Or, j'ai appris qu'il y a 2 mois, vous avez réglé une importante dette à votre joaillier d'Exeter, en espèces. 500 livres. C'est curieux. Elle laissa échapper un léger soupir. Comment pourriez-vous savoir? Poirot sourit. Un des privilèges d'être Hercule Poirot. La question, madame, est d'où vient l'argent? Elle hésita, puis parla d'une voix basse et tremblante. Lady Wilmot me l'a donné. Un prêt, non, un cadeau. Elle a dit que c'était pour les études de mon fils. Poirot se pencha en avant, les yeux brillants. Vous n'avez pas de fils? Elle se figea, les yeux écarquillés. Mais oui, dit Poirot d'une voix douce. Ce sont les petites choses, madame. Vous avez dit à Elsie hier que vous partiriez bientôt pour rejoindre votre fils à l'école. Mais quand je lui ai demandé de quelle école il s'agissait, elle n'a pas su me répondre. Parce qu'il n'y a pas de fils. Madame Langtry perdit son sang-froid. Elle enfouit son visage dans ses mains. Très bien, monsieur Poirot. Oui, elle m'a donné l'argent. Mais pas par bonté. Elle voulait acheter mon silence. Un silence concernant quoi, madame? Elle hésita, puis murmura. À propos de Félix Dorrington. À propos de la bonne? Ah, dit Poirot doucement. Le petit drame de cœur continue. Éléonore, Lady Wilmot, découvrit que Dorrington s'intéressait à sa femme de chambre, Clara Brent. Furieuse, elle m'en tint pour responsable. Elle prétendait que je les avais encouragés, que je les avais présentés. C'était faux, mais elle menaça de me ruiner socialement. Je suis donc allé trouver Dorrington et les supplier de lui parler, de faire la paix. La semaine suivante, elle était morte. Le regard de Poirot s'aiguisa. Vous craignez qu'elle vous dénonce? Madame Langtry hocha la tête d'un air misérable. Oui, mais je vous jure, je ne lui ai pas fait de mal. Il se leva en s'inclinant légèrement. Madame, je ne dis pas que vous l'avez fait, mais vous voyez maintenant, la vérité finit par se répandre. Merci. 2. La faiblesse de Geoffrey Marchmont puis, ce fut au tour de Geoffrey Marchmont. Il entra nerveusement, les yeux fuyant vers la porte comme s'il rêvait de fuir. Geoffrey, commença doucement Poirot. Vous êtes troublé. Vous ne devriez pas l'être. La vérité, lorsqu'elle est dite, apporte la liberté. Il éclata d'un rire rauque. La liberté. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être piégé, monsieur Poirot, de vivre d'argent emprunté et de fierté familiale. Poirot le regarda fixement. Vous étiez dépendant de votre tante. Oui, murmura-t-il. Elle a réglé mes dettes à plusieurs reprises. Mais ces derniers temps, elle est devenue froide. Elle a dit que je devais apprendre à être responsable. Elle a laissé entendre qu'elle pourrait modifier son testament. Vraiment? Murmura Poirot. Et pourtant, après sa mort, vous héritez? Il rougit. Oui, même si elle n'avait pas encore signé le Nouveau Testament. Le brouillon était sur son bureau. Poirot haussa les sourcils. Mais ce brouillon a disparu. Geoffrey le fixa du regard. Disparu? Oui, monsieur. Quelqu'un l'a enlevé. Après sa mort, peut-être même avant. C'est curieux, n'est-ce pas? Il déglutit difficilement. Tu crois que je... Poirot sourit gentiment. Je crois que vous n'êtes pas assez intelligent, mon ami. Mais vous en savez plus que vous ne le laissez paraître. Les épaules du jeune homme s'affaissèrent. Je les ai entendus se disputer, tante Éléonore et Dorrington. Il était tard, presque minuit. Je n'arrivais pas à comprendre les mots, mais sa voix était en colère. Je pensais que c'était à propos d'argent. Puis, le silence. L'expression de Poirot s'adoucit. Vous avez bien fait de me le dire. Je vous remercie. Une fois Geoffrey parti, Poirot se tourna vers moi. Voilà, la querelle et l'heure. Les 2 éléments s'intègrent parfaitement à notre énigme. 3. La peur de Félix Dorrington. Lorsque Dorrington entra, il était calme. Trop calme. Il avait le sang-froid d'un homme qui joue un rôle. Encore une fois, monsieur Poirot, dit-il d'un ton léger. Vous semblez déterminé à faire de moi le méchant de ce mélodrame. Poirot esquissa un sourire. La vérité, monsieur, est souvent théâtrale. Dites-moi, connaissez-vous une certaine Clara Brent? Dorrington hésita, puis haussa les épaules. Vaguement. C'était la femme de chambre de Lady Wilmot. Il se peut que je lui ai parlé 1 ou 2 fois.
Une ou deux fois, demanda Poirot d'un ton mielleux. C'est curieux, alors, qu'elle vous écrive encore. Dorrington plissa les yeux. De quoi parlez-vous? Poirot sortit de sa poche un billet plié. Reçu ce matin par la poste. À votre adresse, expédié par votre club londonien. Il porte le cachet de la poste d'Exeter. Voulez-vous le lire? Dorrington s'en empara, le déplia et pâlit visiblement. Un instant, le masque glissa. Puis il éclata d'un rire rauque. Du chantage. La fille est furieuse. La voix de Poirot était très douce. Au contraire, elle est intelligente. Elle écrit qu'elle est au courant pour le rouge à lèvres. Qu'elle vous a vu y toucher avant le dîner. Que vous lui avez promis le mariage si elle gardait le silence. Dorrington perdit complètement son sang-froid. C'est un mensonge? Peut-être, dit Poirot. Mais un mensonge écrit par quelqu'un qui en sait trop. Il se pencha en avant. Voyez-vous, monsieur, la servante s'en va, renvoyée par Lady Wilmot, n'est-ce pas? Mais elle n'oublie pas. Vous lui faites des promesses, vous vous lassez d'elle, elle menace de tout révéler. Alors, Lady Wilmot, déjà jalouse, découvre tout. Que faites-vous? Vous les réduisez au silence tous les deux. D'abord elle, puis le docteur lorsqu'il devinera la vérité. Dorrington serra le poing. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Poirot sourit. Non, pas encore, mais je le ferai. Dorrington fit volte-face et sortit à grandes enjambées, le visage pâle, le contrôle de lui-même complètement anéanti. Poirot le regarda partir et murmura « Voilà un homme qui a embrassé la mort et qui craint maintenant d'être embrassé par la justice. 4. La lettre et le médaillon cet après-midi-là, Poirot m'a convoqué dans le bureau. Sur la table se trouvaient 2 objets, un morceau de papier carbonisé et un petit médaillon en or. La femme de chambre les a trouvés dans les cendres de la cheminée du salon, dit-il. Elle pensait que le médaillon était tombé accidentellement dans le feu. Mais regardez de plus près. Le médaillon portait les initiales UW chez Lady Wilmot. À l'intérieur, au lieu d'un portrait miniature, se trouvait une mèche de cheveux noirs retenue par un fin ruban bleu. À qui sont ces cheveux? Ai-je demandé? Pas les siens, dit Poirot. Trop foncés et trop fraîches. Des cheveux d'homme, teints d'une fois peut-être, pour cacher les cheveux gris. J'ai levé les yeux, stupéfaite. Vous voulez dire Dorrington? Poirot inclina la tête. Puis, il portait autrefois un ruban semblable, noué autour de son étui à cigarette. Encore de la vanité. Et ce bout de papier. Qu'en pensez-vous? J'ai examiné le fragment carbonisé. L'encre avait bavé, mais 2 mots restaient lisibles. Te pardonner. La voix de Poirot était calme. Une lettre, Hastings. Une lettre de pardon. Jamais envoyée. Elle a été brûlée pour faire disparaître la preuve que Lady Wilmot l'avait déjà écrite. Il se pencha en avant, les yeux brillants. Vous voyez, le schéma se dessine. L'amour s'est mué en jalousie, la jalousie en rage et la rage en meurtre. Mais nous devons en être sûrs, car il reste une chose qui cloche. Qu'est-ce que c'est? Le miroir, dit-il doucement. Lady Wilmot n'était pas la seule à s'y refléter. Ce soir-là, Poirot refusa de souper. Il resta assis près du feu de la bibliothèque, immobile, la lumière faisant scintiller les reflets argentés de ses cheveux. Je lui tins compagnie en silence jusqu'à ce qu'enfin il prenne la parole. Demain, Hastings, je les réunirai tous. Je dévoilerai non seulement le meurtrier, mais aussi le mobile dans sa forme la plus terrible. Vanité, jalousie, passion, oui, tout y est. Mais en dessous, quelque chose de plus froid. Il leva les yeux, et dans la lueur vacillante du feu, ses yeux brillaient comme de l'acier. Demain, Hastings, le masque tombera. Chapitre 8. Le tournant émotionnel, il arrive un moment, dans chacune des enquêtes de Poirot, où la tension qui s'est si silencieusement et si étroitement accumulée dans la maison commence à trembler. Et puis, clac, c'est le moment, disait-il toujours, où la psychologie triomphe de la logique. On peut observer les empreintes et les traces de pas autant qu'on veut. Mais au final, c'est le cœur humain qui avoue en premier. Ce moment arriva pour Heatherley
le jour où Poirot réunit tout le monde, une fois de plus, dans le salon. C'était un après-midi maussade et sans vent. Dehors, la lande s'étendait à perte de vue, sous une brume blanche qui s'accrochait aux vitres comme un souffle. À l'intérieur, le feu brûlait faiblement, projetant une lumière vacillante et incertaine. Les visages rassemblés là, celui de Madame Langtry, pâle et tiré, celui de Geoffrey Marchemont, agité, celui de Dorrington, figé, semblaient presque spectraux. Poirot se tenait devant la cheminée, petit et droit, les mains jointes derrière le dos. Il ressemblait, me sembla-t-il, à un maître d'école sur le point de réprimander toute la classe. « Mes amis, commença-t-il doucement, je vous remercie de votre patience. Je vous ai réunis ici, car nous approchons de la fin. Le schéma commence à se dessiner, ténuement peut-être, mais bientôt tout sera clair. Avant de conclure, cependant, je souhaite vous poser encore quelques petites questions. Petit détail, oui, ce sont eux les vrais traîtres. » Il se tourna vers Madame Langtry. « Madame, lorsque vous êtes entrée dans la chambre de Lady Wilmot ce matin-là, après qu'on l'ait retrouvée, qu'avez-vous remarqué en premier ?» Elle hésita. « Oh, le calme !» Elle avait l'air paisible. « Ah, paisible. Et pourtant, vous avez vu la marque sur ses lèvres ?» Ses mains tremblaient légèrement. « Oui, je pensais que ça venait de son flacon de médicaments. » Poirot inclina la tête. « Une explication, oui, mais pas la vraie. Voyez-vous, la marque ne provenait pas du verre, mais d'un contact humain. » Un léger murmure parcourut la pièce. Madame Langtry pâlit. Quelqu'un l'a embrassée, poursuivit Poirot d'une voix calme et posée. Un baiser mortel. Le poison, l'atropine, a été appliqué sur son rouge à lèvres, ou sur les lèvres de celui qui l'a embrassé. C'était astucieux, très astucieux, mais on ne joue pas avec la mort de façon aussi intime, sans laisser de traces. Il se tourna brusquement vers Dorrington. « Monsieur, vous portez du parfum, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Dorrington d'un ton raide. « Du bois de santal et de l'ambre gris ?» Un silence. « Oui !» Poirot acquiesça. Étrange. Le même parfum imprègne la robe de chambre bleue de Lady Wilmot. Vous lui avez apporté de l'eau ce soir-là ? Vous vous êtes penché près d'elle. Et lorsqu'elle est morte, elle portait cette même robe. Le parfum qui s'y trouvait n'était pas le sien. C'était le vôtre. Dorrington serra les dents. Cela ne prouve rien. Nous avons dansé plus tôt dans la soirée. Elle aurait pu. Poirot leva la main. Ça suffit. Le temps des demi-vérités est révolu. Vous êtes allé dans sa chambre après minuit. Dorrington se leva brusquement, perdant son sang-froid. C'est un mensonge. La voix de Poirot fendit l'air, basse et perçante. Non, monsieur, c'est la vérité, car le miroir ne ment pas. Il s'approcha de l'objet recouvert sur le buffet. Le miroir retiré de la chambre de Lady Wilmot et retira brusquement le tissu. La pièce sembla se contracter autour de la surface étincelante. « Regardez !» dit Poirot à voix basse. Le miroir porte une tache, l'empreinte d'un gant. Et à l'intérieur de cette tache, une impression si faible que seule la loupe la révèle. Le contour d'un monogramme. FD. Madame Langtry laissa échapper un soupir. Le visage de Dorrington était devenu blanc comme un linge. Poirot poursuivit d'une voix douce, presque tendre. « Voyez-vous, monsieur, dans votre vanité, vous vous êtes regardé dans le miroir pour vous assurer que la scène était convaincante. Vous aviez habillé la défunte, l'aviez disposée comme si elle dormait, vous lui aviez maquillé les lèvres, et puis vous avez admiré votre œuvre. C'était un chef-d'œuvre de maîtrise, oui, jusqu'à ce que vous oubliiez le miroir. » Dorrington resta figé, les yeux brûlants. « Vous croyez que je l'ai tué par jalousie ? Pourquoi ? Une querelle stupide !» Poirot le regarda fixement. « Pas de la jalousie, monsieur. Peur, Lady Wilmot a menacé de vous dénoncer. Non pas pour votre liaison avec la servante, mais pour votre vol. » Un silence stupéfait s'ensuivit. « Oui, » et poursuivit Poirot. « Vous aviez emprunté, disons, certaines sommes à Lady Wilmot sous de faux prétextes, des investissements fictifs. Elle a découvert la vérité et vous a menacé de poursuite.
Vous avez promis de rembourser l'argent, mais vous avez finalement décidé que le silence, un silence éternel, était moins coûteux. La bouche de Dorrington s'ouvrit, puis se referma. « Vous avez utilisé le rouge à lèvres !» et poursuivit Poirot. « Vous aviez vu Clara Brent l'appliquer ? Vous saviez qu'il était inoffensif, jusqu'à ce que vous en ayez remplacé la couleur par du poison provenant du flacon d'atropine du médecin. Vous comptiez sur ses habitudes, qu'elle l'utiliserait avant de se coucher. Mais elle ne l'a pas fait. Alors plus tard, quand tout le monde dormait, vous vous êtes glissé de nouveau, vous lui en avez appliqué sur les lèvres, et vous l'avez laissé mourir. Le lendemain matin, vous avez feint le chagrin, et vous avez même accepté son baiser de pardon dans la lettre qu'elle n'a jamais envoyée. Un instant, plus personne ne respirait. Puis, à ma grande surprise, ce ne fut pas Dorrington qui craqua, mais Madame Langtry. Elle se leva brusquement, perdant tout contrôle, la voix s'emportant. « Arrêtez, arrêtez! Vous ne comprenez pas. Ce n'était pas lui. Il ne voulait pas la tuer. » Poirot se retourna lentement, les yeux plissés. Ah, enfin, le masque glisse. Madame Langtry se serra la gorge. Elle était cruelle. Elle se moquait de lui, le menaçait. Elle nous a fait souffrir tous les deux. Il m'a dit qu'il voulait seulement lui faire peur, la rendre malade, pas... Elle s'interrompit en sanglotant et s'effondra sur sa chaise. Je l'ai aidé parce que je l'aimais. Il a dit que sinon il irait en prison. J'ai apporté le rouge à lèvres dans sa chambre ce soir-là. Dorrington s'élança. Pour l'amour de Dieu, Béatrice. Poirot leva la main. Silence! La vérité éclate enfin. Madame, vous avez trafiqué le rouge à lèvres à sa demande. Et vous, monsieur, vous êtes entré dans sa chambre ensuite pour vous assurer que le forfait était accompli. La pièce était plongée dans un silence absolu. Seuls les sanglots étouffés de Madame Langtry venaient le rompre. L'expression de Poirot s'adoucit légèrement. Voyez-vous, Hastings, le cœur, elle trahit même le plus rusé des meurtriers. Non par culpabilité, mais par amour. Il se retourna vers eux, le ton grave mais non cruel. « Madame, votre amour a fait de vous une complice. Mais vous, monsieur, vous avez fait d'elle une meurtrière. Vous l'avez laissé porter le fardeau de votre crime. » Dorrington s'affaissa dans un fauteuil, le visage blême. « Vous ne pouvez pas prouver. » Poirot l'interrompit doucement. « Mais je peux. Les traces de poison sur le pinceau que vous avez utilisé. Je les ai trouvées ce matin dans votre valise. Et la tache sur le miroir, le monogramme de votre gant. Vous vous êtes admiré pour la dernière fois, monsieur. Quand ce fut fini, quand Vell les eut emmenés et que la maison fut de nouveau silencieuse, Poirot se tenait seul près du feu mourant. Il avait l'air très fatigué, mais son regard était pensif plutôt que triomphant. « Savez-vous, Hastings, dit-il enfin, la tragédie n'est pas qu'elle soit morte, c'est qu'elle soit morte en se croyant aimée. Le baiser qui l'a tuée n'était pas du poison, mais de la vanité. Il se détourna du feu et, avec cette tendresse qui le caractérisait, remit en place un coussin tombé sur la chaise où Lady Wilmot s'était assise autrefois. « Viens, mon ami, dit-il doucement. Il n'y a plus rien pour nous ici. Le reste appartient à la loi et à Dieu. » Chapitre 9. Le piège le lendemain matin. Hatherley Manor semblait figé dans un calme inquiétant. Ce silence étrange qui suit l'orage, quand l'air est trop immobile et que l'esprit refuse de croire ce qui s'est passé. La gouvernante errait comme hébétée. Geoffrey Marchmont arpentait la bibliothèque d'un pas agité, et Madame Langtry s'était enfermée dans sa chambre. Seul Poirot semblait insensible à la tension. Je l'ai d'ailleurs trouvé ce matin-là dans la salle à manger, fredonnant doucement tout en polissant la poignée en argent de sa canne. « Ma chère Hastings, dit-il avec un sourire, c'est le moment que je préfère, le calme avant le spectacle. Le théâtre, bien sûr. Chaque grande révélation, chaque démasquage est un drame. Il faut le mettre en scène avec soin, avec un bon timing et surtout avec une approche psychologique. » Il posa sa canne et rajusta sa cravate. « Voyez-vous, mon ami, la logique ne convainc que l'esprit. Mais honte, la honte triomphe du cœur.
C'est par la honte que je les ferai avouer.